Depuis toujours, moi je suis connu comme le fan de Michael Jackson. Parce que c'est une façon de me présenter. Là, je te présente Yohan, il est fan de Michael Jackson. Et quand je dis depuis toujours, c'est vraiment depuis toujours. Et ça m'a toujours posé un problème cette appellation de fan. Je pense parce que ça vient de la sémantique religieuse, c'est-à-dire fanatique. Mais surtout, ça veut dire que quand t'es fan, tu vis à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Et je pense que tu t'oublies toi-même. Et ça m'a toujours posé problème. Alors oui, je consomme les livres, les films, la musique, l'art, la création des autres. Mais la vraie question, c'est j'en fais quoi? En fait, c'est la problématique d'être un consommateur ou un créateur. Alors je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un consommateur ou un créateur? Si vous consommez ma chaîne YouTube, j'imagine que vous avez des velléités créatrices. Mais la vérité, c'est que pour pouvoir être un créateur, il faut être d'abord un consommateur. En tant qu'artiste, il faut consommer l'art des autres, de nos contemporains, mais aussi de ceux qui nous ont précédés. Vous connaissez la maxime de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est la même chose avec la création artistique, ça l'a toujours été. Lorsque Picasso a peint les Demoiselles d'Avignon, on a tout de suite dit que c'était une rupture, l'invention du cubisme. Mais en réalité, il n'a pas sorti ça de nulle part. Il était absolument fasciné par les théories de Cézanne, il était fan de Gauguin, de la façon dont il simplifie les corps. Et il a mélangé ça avec l'art primitif des masques africains. Et moins d'un siècle plus tard, lorsque le peintre afro-américain Robert Colescott va peindre ces demoiselles, elles vont plus venir d'Avignon, mais d'Alabama. Le berceau des droits civiques contre la ségrégation raciale. Et en remplaçant les masques africains par 3 véritables femmes noires, il va opérer une véritable revendication identitaire. Tout dans l'art n'est que filiation artistique. On s'inspire du passé pour créer du nouveau. Que serait Daft Punk sans le disco funk? Que serait Brian De Palma sans Hitchcock? Que serait le Roi Lion sans le Roi Lion? Michael Jackson a été fan. Il s'est nourri du passé et il a compilé plusieurs ingrédients pour créer un cocktail explosif et créer quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. J'avais un prof, Jean-Baptiste Auré, dont j'ai beaucoup emprunté pour ce blog, ainsi qu'à son ami Luc Lagier et Isabelle Petitjean, qu'on va rencontrer un peu plus tard. Bref, il me disait, moi j'ai envie de faire des films, c'est parce que je veux rendre au cinéma tout ce que le cinéma m'a donné. Bah, c'est ça que je vais faire avec ce vlog, enfin avec ce méga vlog, ce film. Je l'ai dans la tête depuis des années et le moment est enfin venu. Alors restez avec moi jusqu'au bout parce que ça va être un grand voyage. Ce film, c'est ma lettre d'amour à Michael Jackson. Lui, c'est Michael Jackson. Ouais, le Michael Jackson. Bon, mais à ce moment-là, tout reste encore à écrire. Machine arrière. Et on s'arrête le 23 juillet 1968. Ce jour-là, la famille Jackson auditionne pour la maison de disques Motown. C'est la même année que l'assassinat de Martin Luther King, du mouvement des Black Panthers, c'est toujours la guerre du Vietnam, c'est aussi la sortie de la nuit des morts vivants. En vérité, le petit Michael n'est pas encore Michael Jackson. Il imite son idole, James Brown. Les Jackson impressionnent grave. Première apparition dans le cadre de l'écran, le film de cette audition est vraiment symptomatique du rapport de Michael Jackson à l'image. Regardez, et Jackson 5 n'existe pas encore officiellement, qui n'existe déjà plus. Leur tête est décapitée par le cadre de l'image, qui ne suit que la petite boule d'énergie. C'est simple, on ne voit que Michael. Il attire la caméra comme un aimant. En tout cas, les Jackson vont signer chez Motown et le succès est immédiat. Les Jackson 5 en fait sortent tout droit d'une vieille tradition américaine d'enfants performeurs, et souvent de fratrie d'ailleurs. Je pense évidemment aux Nicholas Brothers,
qui sont responsables, selon Fred Astaire, du plus grand numéro de comédie musicale de tous les temps. Leur style mélange une maîtrise technique impeccable avec des prouesses athlétiques qu'ils réalisent avec une facilité incroyable. Et le tout enrobé d'une grâce et d'une classe absolue. Leur concurrent direct, les Berry Brothers. Chez eux, on trouve un goût vestimentaire prononcé, l'utilisation d'accessoires, cannes, chapeaux, gants. Ce qui est fascinant quand on les regarde danser, c'est d'assister à la naissance des prémices du breakdance. Un artiste qui a beaucoup influencé MJ, c'est John W. Bubbles, chanteur, danseur de vaudeville américain. On peut le voir dans cette séquence effectuer un prémisse de moonwalk, un spin et une pose freeze. C'est du Michael Jackson en gestation. Et en clin d'œil, Michael appellera son chimpanzé Bubbles. Et évidemment, il faut qu'on parle de Bill Bailey, qui fut le premier à réaliser un moonwalk à l'écran dans le film Cabin in the Sky de Minnelli. Bon, il était mal cadré, mais il se rattrapera plus tard à la télévision dans les années 50. Et oui, Michael Jackson n'a pas inventé le moonwalk. L'autre enfant star, qui est le vrai ancêtre de Michael Jackson, c'est Sammy Davis Jr. Déjà gamin, il chantait, dansait, jouait la comédie. Michael eut la chance de rencontrer Sammy très jeune. Sammy se retrouvait beaucoup dans Michael. Après tout, ils avaient partagé la même expérience d'enfant artiste. When I'd see kids bicycling and roller skating and playing ball, my dad would never let me do that because of being a dancer. And I miss that. À une époque où le racisme est encore institutionnel, Sammy Davis Jr. a forcé le public blanc à l'accepter. Et par la suite, pris sous l'aile de Dean Martin, de Frank Sinatra et du Rat Pack, il fut un des premiers artistes noirs, avec Ray Charles notamment, à avoir suffisamment de poids pour refuser d'aller dans les salles de concert ou les hôtels qui pratiquaient la ségrégation raciale. Cette force, liée à sa capacité à attirer les foules, contribua beaucoup à l'arrêt des discriminations dans les clubs de Las Vegas, Miami ou les casinos du Nevada. Et le problème, c'est que ces artistes, ils étaient incroyablement talentueux, mais ils étaient tous confrontés à un moment ou à un autre de leur carrière au mur du racisme. Ce mur symbolique qui les empêche d'avoir la même carrière, la même reconnaissance que d'autres artistes blancs. Leur talent était leur bénédiction, leur malédiction était d'être noirs en Amérique. Les séquences des Nicholas Brothers étaient souvent tournées de façon complètement indépendante à la narration du reste du film. Ils ne se mélangeaient jamais avec les acteurs des premiers rôles blancs pour pouvoir couper leurs séquences au montage selon les états où le film était diffusé. De l'avis de tous, le meilleur d'entre eux était Bill Robinson, qu'on appelait Bojangles. Il avait commencé dans les cabarets à l'époque où les ménestrels battaient leur plein. Ces spectacles où des artistes blancs se grémaient en noir et imitaient les chansons et se moquaient des danses des esclaves des plantations. Cela empêcha d'ailleurs beaucoup d'artistes noirs d'accéder aux planches, puisque leur rôle était déjà pris par des blancs. Bill Robinson était l'élégance même, un Fred Astaire avant l'heure. Il tenait énormément à son costume, à son chapeau. C'était sa façon de rester digne face à l'humiliation raciste. Mais quand il arriva à Hollywood, on lui retira ses attraits. Il fut toujours cantonné à des rôles stéréotypés de serveur ou de majordome. Il fut surtout connu pour être le partenaire attitré de Shirley Temple dans une série de films restés célèbres. Puis, lorsque leur duo s'arrêta, et suite à cette demande répétée, on lui accorda enfin une séquence dans le film Café Métropole, où il pourrait briller à l'égal du casting blanc, effectuer son célèbre numéro de tap dance élégant. C'était la consécration de toute sa carrière, et sa joie se lit sur son visage. Ouais, sauf que le studio a inexplicablement coupé la séquence au montage juste avant la sortie du film et retiré son nom du générique. Cette séquence resta cachée à double tour dans les oubliettes du studio pendant des années. C'est comme ça que ça se passait, coupé, hop, dans le hors-champ du cinéma. Hollywood produisait quelques films à petit budget qui étaient all black casting. Des films produits et réalisés par des blancs avec des acteurs noirs pour un public noir, et donc destinés à une très petite distribution ciblée. Stormy Weather est le plus connu de ces films. On le retrouve notamment Cab Calloway, Lena Horne, Bill Bojangles Robinson et les Nicholas Brothers.
Finalement, cette ségrégation hollywoodienne faisait tout pour maintenir les artistes noirs à l'écart du grand public. Il va falloir attendre la fin des années 60, début 70 pour qu'il y ait une vraie évolution de la représentation des personnages noirs dans les médias et dans le cinéma. Le matin du 11 septembre 1971, la chaîne ABC diffuse le premier épisode du dessin animé The Jackson 5. Ce cartoon est très important dans l'image qu'il renvoie d'une famille afro-américaine parfaitement assimilée, qui contraste avec les représentations habituelles dans les dessins animés. Dans les cartoons classiques, les personnages afro-américains étaient quasi systématiquement représentés de façon à nier leur humanité, soit en rejetant leur visage hors cadre dans Tom et Jerry, ou le plus souvent en les représentant par des animaux, comme le célèbre Cap Calloway de Betty Boop, qu'on a repris en singe, en grenouille. Un autre trait de caricature raciste fréquemment utilisé dans les cartoons était de représenter les personnages noirs comme des êtres paresseux, fainéants, endormis et avec un QI peu élevé. Or, dans la série Les Jackson 5, Michael et ses frères sont clairement mis en valeur. Ils font preuve d'ambition, ils résolvent des enquêtes tout autour du monde, tout en assurant leurs concerts devant des publics multiraciaux. Okay, you see, I'm Michael Jackson, and a couple of years ago, me and my big brothers, Marlon, Oh, j'aime trop le dessin. Là, c'est un décor, du coup photocopié. Et j'ai le celluloïd avec la bouche en fait qui est séparée pour pouvoir l'animer indépendamment. Et j'ai le dessin aussi d'origine en clean. Et j'aime beaucoup ce dessin parce que il y a vraiment cette volonté de réussir ce point levé de Michael qui dit bah je vais faire quelque chose de ma vie quoi. La force du cartoon des Jackson 5 est que pour la première fois, une série met en scène une famille noire comme personnages principaux, en évacuant tout cliché de représentation, et produite et diffusée sur ABC, une chaîne de télé majeure aux US. Des enfants, blancs, noirs, vont regarder cette série diffusée le samedi matin entre Bugs Bunny et Scooby-Doo, racontant le récit d'assimilation de cette famille afro-américaine. Le rêve interracial de Martin Luther King en dessin animé. I want to sign you up. yeah? Yeah. Voilà, nouvel ajout à ma collection. Donc, qu'est-ce que je disais? Les Jackson font un carton. Et Michael va se sentir très vite à l'étroit dans sa famille. Donc on verra ça plus tard, parce que là, on doit faire un aller-retour express de 48 heures à Londres. With a child's heart, no need to worry. With a En 1977, Michael Jackson a 19 ans et il va réaliser son plus grand rêve, jouer dans un film de cinéma. Et le film c'est The Wiz, réalisé par Sidney Lumet. C'est le réalisateur de Un après-midi de chien et de 12 hommes en colère notamment. Michael, qui a toujours adoré les comédies musicales, se retrouve dans la version all black casting du Magicien d'Oz avec Diana Ross dans le rôle de Dorothy. Des années après, on se retrouve encore dans la même configuration que les films all black casting du type Stormy Weather. Alors ça va être l'occasion aussi pour Michael de s'éloigner un petit peu de ses frères et de sa famille et d'aller pendant 3 mois à New York. Dans l'énorme biographie de Girandi Taraboriani, on peut lire cette discussion que Michael a avec son père. C'est Michael qui parle. Je vais faire le film, Joseph. Il appelle son père Joseph. J'espère que tu me supporteras. Son père répond: Eh bien, si je peux pas t'en dissuader, eh bien pas me dire que je t'avais pas prévenu. C'est une grosse erreur. Michael dit: T'es toujours en train de nous parler de winner et de loser. Maintenant, tu me dis de pas faire quelque chose où je sais que je peux être un winner. Ok, lance-toi Michael, mais rappelle-toi toujours d'une chose. Quoi, winner et loser? Non, rappelle-toi que tu es un membre de cette famille. Et un membre d'un groupe de musique avec tes frères. Quoi que tu fasses, la famille, Michael, c'est tout. grosse pression. Et le film offre à Michael Jackson un joli numéro au début du film. La chanson est une allusion directe au traitement des Noirs en Amérique et leur impossibilité d'émancipation dans la société. Ils sont prisonniers et chantent ce qu'on leur inculque. You can't win. People keep saying things are gonna change, but they look just like they're staying the same. Mais comment ne pas y voir aussi un parallèle avec la situation personnelle à laquelle est confronté Michael Jackson avec sa famille, chantant face à 4 corbeaux qui se moquent de lui, comme ses 4 frères qui le gardent prisonnier de leur groupe et qui l'empêchent de s'émanciper. Mais Michael est prêt à prendre son envol, il va trouver sa voie. C'est ce que raconte le film. Come on
is on down the road. Il va prendre la route de briques jaunes et commencer son voyage. Comme moi d'ailleurs, faut que j'y aille, je crois. Public et critique. Mais putain, on est sous la manche. Oui, donc le film va être un vrai échec. Mais la prise de risque pour Michael va être un vrai win. Parce que comme son personnage, sur le tournage, il va rencontrer le magicien d'Oz, Quincy Jones. Quincy Jones, il est à la base arrangeur et conducteur d'orchestre de jazz dans les années 60. Il va passer par l'orchestre de Count Basie en 71 et il fut le premier afro-américain à diriger l'orchestre des Oscars. Il a composé la musique de La couleur pourpre de Steven Spielberg et bien sûr de The Wiz, mais il est surtout connu pour avoir produit la trilogie d'albums mythiques de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller et Bad. Bon, en fait, on est à Londres pour un spectacle exceptionnel de Quincy Jones pour les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Mais vu que le spectacle est à 20h, j'ai peut-être le temps de vous montrer un truc. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point il était consommateur avide de tous les artistes dont on a déjà parlé. On voit comment Sammy Davis Jr. Il raconte dans un de ses spectacles comment Michael lui demandait en fait ses cassettes VHS pour pouvoir étudier ses films, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore YouTube. If he's at the house or something. Oh, Mr. D, I was wondering, could I borrow some tapes? I would like to go. If you could, I'll give you some of my... Il était fan par exemple de Disney. Et toute son œuvre en fait est influencée par Disney pour ses clips. Ouais, il avait une fascination pour Peter Pan. I am Peter Pan. You're not your Michael Jackson. I'm Peter Pan in my heart. Il a fait jouer dans le Hook de Steven Spielberg, et aussi dans sa vie personnelle, puisqu'il a fait un Disneyland chez lui qu'il a appelé Neverland. D'ailleurs, j'ai une photo de moi à Neverland. Et il était fan également d'un autre artiste, Charlie Chaplin. Thank you. Donc là on est dans le quartier où Charlie Chaplin a grandi. Après la mort de Michael, il y a eu une série de photos inédites qui sont sorties, qui ont été rendues publiques par un photographe. Michael Jackson lui avait demandé quand il avait 21 ans de traverser Londres avec lui et d'aller dans le quartier où Charlie Chaplin avait grandi et de se déguiser en Charlie Chaplin. Et en fait c'était des photos pour son usage personnel, quoi. C'est pour ça qu'elles sont sorties après sa mort. Et il se déguisait en Charlot exactement comme les fans de Michael se déguisent en Michael Jackson. Et donc là en fait on arrive à la maison d'enfance de Charlie Chaplin. Le photographe raconte: Jackson était fasciné par la vie de Chaplin et il voulait savoir tout ce qu'il était possible de savoir sur l'endroit où le comique avait grandi. Il était fasciné par la façon dont ces artistes, Disney ou Chaplin, avaient trouvé un langage universel pour s'adresser et toucher le cœur des gens au-delà des frontières, dans le monde entier. On a peut-être oublié aujourd'hui à quel point Chaplin était une méga star de son époque. Michael Jackson utilisa beaucoup de Chaplin pour créer son personnage. Tous deux sont identifiables par leur silhouette. Un chapeau bien distinct, une canne pour l'un, un gant de paillettes pour l'autre. Chaplin met sa moustache pour entrer dans son personnage, Michael laisse tomber une mèche de cheveux. Charlot, c'est le kid. C'est un personnage enfantin, rieur, espiègle. Un adulte qui est resté enfant dans son cœur. Et comme un enfant qui n'a pas grandi, ses vêtements sont trop grands pour lui. Michael Jackson, c'est le contraire. Il n'a pas eu d'enfance. C'est l'enfant qui a grandi trop vite dans ses vêtements, qui sont donc trop petits. Ses chaussettes blanches ressortent, et ses vêtements sont déchirés. En 1995, il reprendra la chanson Smile, que Chaplin avait composée. Et son frère Jermaine la reprendra à ses funérailles en 2009. Peu de gens le savent, mais Michael Jackson aimait beaucoup dessiner. Et toute sa vie, il dessinera le personnage de Charlot. Michael Jackson faisait aussi des fanarts.
Donc là on est à l'O2 Arena, c'est le dernier endroit où Michael Jackson est apparu en public. This is it. Quand il a vendu les 50 concerts en 1 heure là. Et j'avais mes places pour le voir, mais il est mort 15 jours avant. Ah bon, on est plutôt bien placé. Quincy Jones, c'est le magicien d'Oz, mais ça va surtout devenir une sorte de père adoptif pour Michael Jackson, qui va lui permettre de s'émanciper des Jackson et devenir Michael Jackson. Gros plan sur son visage, encore pur et enfantin. On ouvre avec un cadre serré sur sa tête. Le travelling arrière fait sortir peu à peu son corps du hors-champ. On assiste littéralement à un accouchement télévisuel. Enfin entier dans le cadre, il tend ses bras et ses jambes et tel un nouveau-né, il pousse son premier cri au monde. Voici la renaissance de Michael Jackson. Ce film est à l'image de son émancipation. La joie de vivre illumine son visage. Le spectateur des années 70 ne peut pas s'empêcher de voir que pour la première fois, Michael est tout seul. Ultime pied de nez quand Michael se démultiplie pour danser avec lui-même. Il n'a plus besoin de ses frères, il n'a plus besoin de personne. Michael évolue dans un univers fait d'étoiles, de formes abstraites, kaléidoscopiques. Le message est clair, Michael Jackson est passé dans une autre dimension. Sa beauté noire remplit l'écran et ce clip est une ode à sa joie. Nous assistons en direct à l'émancipation personnelle et artistique de Michael Jackson. La chanson s'appelle Don't Stop Till You Get Enough et l'album s'appelle Off the Wall. Mais malgré son succès populaire énorme et ses 10 millions d'albums vendus, faisant d'Off the Wall l'album le plus vendu de l'année aux États-Unis et l'album le plus vendu de tous les temps pour un artiste noir, l'album est snobé par l'industrie et les médias. Lors des Grammy Awards, l'album ne sera même pas nominé comme meilleur album de l'année, ce qui est une aberration. Et Michael ne sera nominé que dans les catégories de musique dite noire. Michael Jackson n'a toujours pas la reconnaissance des médias blancs. Et de ce fait, ses ambitions de succès sont limitées. Il ne peut pas toucher le monde entier comme a pu le faire un Chaplin ou un Disney. C'est peut-être difficile à comprendre vu d'aujourd'hui, mais Michael Jackson est profondément blessé par cela. What I do, I don't want it labeled black or white. I want it labeled it's music. Et comme un symbole de prédilection, l'album présentait en lui-même son obstacle sur sa pochette. Michael Jackson est dos au mur. Il est l'artiste noir à la coupe afro, bloqué derrière ce mur qui l'empêche d'atteindre le public monde. Mais pour le prochain album, Michael et Quincy vont trouver enfin la recette pour venir à bout de ce mur et le faire exploser. Ladies and gentlemen, on the O2 tonight, please show some love and appreciation for Mr. Quincy Jones. What's up, y'all? Y'all came to party tonight, didn't you? Huh? You cannot make records like those 3 records without respect, love, and trust. And I can never distance myself from Michael. Thank you from the bottom of my heart. Les gars, vous avez remarqué, on n'est plus à Londres, on est à Metz. Parce que j'ai rendez-vous ce matin avec Isabelle Petitjean. Alors Isabelle, elle a écrit plusieurs livres sur Michael Jackson. En fait, elle est docteur S en musicologie à la Sorbonne, spécialisée sur Michael Jackson. Et elle a participé aussi à l'organisation de l'exposition Michael Jackson au Grand Palais cet hiver. Je sais pas si vous êtes allé voir. Et... mais c'est quoi ce délire? Là, il y a Trump qui est noyé dans la Moselle. Là. Ah mais il doit être complètement trumpé là. En fait, c'est ouf de tomber sur lui à Metz.
s'il y a bien un gars qui veut la réactivation du mur du racisme aux États-Unis en ce moment, c'est quand même bien Trump. We will build a great wall along the southern border. A wall, a big, beautiful, powerful wall. Build that wall. Build that wall. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a big, beautiful wall. We need to build a wall. We need to build a wall. We need to build a... Bonjour. Salut. Ça va? Salut Isabelle, ça va? Ouais, ça va. Je te check comme ça. Check. Salut. Jolie qui est toujours là. Ah, salut Jolie. Ah, c'est ton bureau? Oui, c'est mon bureau, voilà. On entre Waouh. carrière. Trop bien. C'est toi avec Jermaine? Oui, quand je l'ai rencontré en 2011. Sieda Garrett. Mark Ryden, Jennifer Batten qui est venue chez nous passer quelques jours, Dorian Holley, Matt Forger, Vincent Patterson, le chorégraphe. Frère. Joe. Ouais. Oh, ça c'est un cup du bas de tour. Ouais, exactement. C'est trop gentil de me recevoir. Mais c'est un vrai plaisir, quand on peut parler de Michael, c'est toujours un plaisir. Ouais, ma première question, qu'est-ce qui te pousse en fait à écrire sur Michael? Au début, il y a 10 ans, quand il est parti, ça a été de trouver le moyen de lui dire merci. Et une espèce de justice à lui rendre, parce qu'il y a tellement d'injustice, encore on l'a vu cette année, on en parle tellement mal et c'est tellement faux qu'on faut arrêter. Je voulais savoir si tu étais d'accord avec moi que Off the Wall, c'est comme si c'était pris justement le mur de son album, le mur du racisme, parce que je crois que ton prochain livre, ça parle de ça en fait. Ça parle de ça, de son parcours d'afro-américain dans une industrie qui est très cloisonnée, très racialisée. Je pense que c'était une volonté artistique que d'être extrêmement ouvert. De toute façon, la musique, pour lui, n'avait pas de couleur. Et il ne s'attendait pas à être cantonné uniquement encore par rapport certainement à sa couleur de peau. De la même manière qu'on lui a refusé les unes de magazines en expliquant que ça faisait toujours pas vendre d'avoir éventuellement un artiste afro-américain. Donc oui, je crois il s'est retrouvé vraiment là en face de la vérité vraie, nue, qui malgré son succès lui bloquait le passage. Et il y a eu vraiment là une volonté encore plus déterminée de passer par-dessus ce mur. T'expliquais dans une interview que Michael c'était l'enfant des droits civiques. Oui. Ouais. Il le disait lui-même, il disait je suis pas un militant des droits civiques, je suis un héritier. Tu vois, les gens qu'il admirait, notamment James Brown, il y a eu un tournant, c'est quand il a fait I'm Black and I'm Proud. Il s'est aliéné un peu une partie de son public blanc à ce moment-là. C'est sûr. Ce sont des personnages, je pense, même Sammy Davis Jr., qui sont plus politiques que Michael Jackson. Qui, eux, étaient encore les deux pieds dans une époque où ils avaient des choses à revendiquer. Par exemple, dans l'évolution du message, quand James Brown dit I'm Black and I'm Proud, il apprend aux Noirs d'être fiers d'eux. Plus tard, Michael Jackson va faire Black or White. Il va porter un message qui va être l'autre face. En fait, peu importe que tu sois noir ou blanc. Tout à fait. Il y a une évolution en fait. Et Michael, je le vois même non seulement comme l'enfant des droits civiques, mais même comme une sorte de contraire un peu. Où tu vois, je vois par exemple un parallèle entre les athlètes des JO qui portent un seul gant noir, quand lui va porter un seul gant blanc. Tout à fait. Quand les Black Panthers vont utiliser la violence, c'est lui qui va traduire ça. En danse, tu vois ce que je veux dire? On nie la différence. Oui, mais il a beaucoup fait ça, et pareil, dans le clip de History, il a repris des choses qui étaient associées au communisme ou à certaines dictatures. Il a beaucoup toujours aimé reprendre des signes qui étaient associés à la violence ou et à y remettre d'autres messages, à réinjecter des messages positifs, des messages d'ouverture, et ça a souvent été d'ailleurs très très mal compris, parce qu'on l'a pris au premier degré. Le fait d'avoir pu se dépasser avec Quincy Jones et d'avoir fait Thriller, il avait vraiment aussi cette idée de dépassement de soi incroyable. Complètement. Ça a été le fil conducteur de toute sa vie. Je crois que c'est hérité de sa communauté, parce que les Afro-Américains, du fait de l'époque des droits civiques, etc., de tout ce qu'on sait, ont toujours dû travailler 10 fois plus ou 50 fois plus pour arriver au même résultat, et ça, il en était parfaitement conscient. Quand on regarde ce qu'il a souligné, j'ai le livre de Jonathan Livingstone ici, où il y a des choses qu'il a... Jonathan Livingstone, Le Goéland. Donc c'est le livre, c'est l'édition originale qui est très recherchée parce qu'il y a les vrais clichés originaux. C'est souvent comparé
au Petit Prince de Saint-Exupéry parce que c'est un conte très bref. Moi j'aime beaucoup, là, il corne des pages, des fois tout simplement. Il parle d'un corps limitant et le fait de vouloir dépasser simplement les capacités du corps, être limité par absolument rien d'autre. Alors là il propose un truc pour l'animation. C'est un film d'animation qu'il voulait faire. Il a marqué For Animation. Créer un goéland qui est un étudiant de Jonathan, qui admire Jonathan et ses capacités de vol, mais qui va devenir jaloux et qui va quitter le train, en quelque sorte, pour se retourner et conspirer pour le tuer Jonathan. Voilà. Ah ouais. Mine. Pour devenir le roi de la pop, cet enfant post-droit civique va donc incarner le dépassement de soi, personnifier le rêve post-racial de Martin Luther King, et préfigurer le transhumanisme. Mi-noir, mi-blanc, mi-homme, mi-femme, mi-enfant, mi-adulte, mi-mort, mi-vivant, Michael Jackson fantasme l'entre-deux. En perpétuelle transformation, il devient insaisissable, et plus aucun mur ne peut l'arrêter. 1er décembre 1982, Thriller arrive dans les bacs des disquaires du monde entier. Le programme de Thriller est de partir à l'assaut du mur que l'on voyait sur Off the Wall. Thriller, c'est la funk et la soul à l'assaut de la pop et du rock. Le tout prenant racine profondément dans la grande tradition jazz de la musique nord-américaine que Quincy Jones et ses arrangements intemporels solidifient. Thriller, c'est l'album ultime, le plus vendu de tous les temps. Michael Jackson est partout, il s'adresse dorénavant à un public monde. Il n'est plus question de donner une couleur à un genre musical, la fusion est la solution. L'album s'ouvre sur un beat fort, comme si on frappait sur le mur. Wanna Be Starting Something ouvre l'album et expose le problème. Le mur tremble, la fissure est proche. Là, on est dans l'est de Paris, à 1 heure de Paris à peu près. On arrive chez ma pote Sophie Zouran, qui est animatrice que j'ai rencontrée à MacGuff et qui est aussi artiste peintre. Salut! Hello! C'est toi qui as fait ce tableau de Robocop? Yes. On peut voir celui des Tortues Ninja? Yes. Je te montre 5 cadres. Ah ouais. On va essayer de le voir. Il est trop beau. Tu me feras le même? Et pourquoi cette thématique des films des années 80? À la base, ouais. Ça c'est un cadeau pour mon copain, ouais. Florent. Qui est fan des tortues. Exactement, hyper années 80. Ouais. Et les tortues c'est vraiment le truc qu'il adore le plus au monde. Et je me suis dit tiens pour son anniversaire, je vais faire un truc original. Je vais lui peindre une peinture de Tortue Ninja. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être marrant de faire par exemple une scène tirée d'un film culte, tu vois, des années 80, Retour vers le futur, Jurassic Park. Ouais. Bon, c'est à 92, mais à 80-90, tu vois. Et après, du coup, je t'ai demandé si tu pouvais me faire un tableau Michael. Ouais. On peut le voir? Yes. Voilà. Waouh. Trop cool. Et l'idée en fait c'est qu'on va mettre à la place des danseurs, là c'est la référence, et à la place des danseurs en fait on va mettre tous les artistes qui l'ont influencé, donc James Brown, Fred Astaire, Diana Ross, là il va y avoir Charlie Chaplin, Sammy Davis Jr, Bob Fosse qui va être dans le cadre là. Et du coup là t'en es à quel stade? Là c'est très rough, c'est un rough, donc c'est à dire que en fait j'ai posé les personnages dans le cadre, tu poses tout d'un coup, donc il n'y a pas de détails, et c'est même très bleu, très sombre. Ouais. Et en fait en peinture à l'huile, tu pars du plus sombre pour ensuite monter en couleur, ouais. en lumière. Ouais. Alors que par exemple l'aquarelle, c'est ça, c'est l'inverse. Je peux me mettre là pour continuer le vlog? Yes. Bon j'y vais. Le 25 mars 1983, Michael Jackson va chanter pour la première fois en public Billie Jean. Il va faire découvrir au monde entier son moonwalk. Michael avait déjà rencontré Fred Astaire à quelques reprises, mais il n'avait jamais pu s'entretenir en privé avec lui. L'histoire est célèbre. Au lendemain de l'émission, Fred, qui n'était pas du genre à complimenter facilement, appela Michael et lui dit « T'es vraiment un as, et tu bouges comme un fou. Tu les as laissés sur le cul hier soir. T'es un danseur hargneux. Moi j'étais pareil, je faisais la même chose avec ma canne. J'ai regardé le show hier, je l'ai enregistré, je l'ai encore regardé ce matin, t'es vraiment un sacré danseur.
Michael était en train de prendre son petit-déj quand il a reçu ce coup de téléphone, et il est devenu tellement excité qu'il est tombé malade et il a pas pu finir son repas. L'admiration que Michael portait à Fred était sans limite. Quelques jours plus tard, c'est Gene Kelly qui vient lui rendre visite. Celui-là même qui disait « J'ai volé à tout le monde, les meilleurs ne naissent pas de nulle part, ils cueillent les fruits de graines qui ont été plantées avant eux. » La femme de Gene Kelly explique. En étudiant tout ce qu'a fait Gene et en reproduisant ses mouvements, Michael a absorbé une grande part de l'histoire de la danse. Un spectre d'influence qui va des claquettes traditionnelles de Bill Robinson au ballet masculin russe d'Adolf Bolm à la moderne ingénuité de Martha Graham. Ah oui, et puis il y a Bob Fosse, qui fut une influence majeure de Michael. Michael est propre, net, rapide, et avec une sensualité qui déborde. Ce ne sont pas les pas qui sont importants pour lui, c'est le style. Dans son autobiographie Moonwalker, Michael conclut « Ce show a été pour moi une expérience fantastique, car je sentais que j'avais été intronisé dans la confrérie des danseurs. Je me sentais très honoré, car ce sont les gens que j'admire le plus au monde. » Billie Jean, c'est son premier vrai clip cinématographique. Et dans le clip, on va le retrouver qui arrive sur cette route de briques jaunes qu'on l'a vu prendre dans The Wiz. Seulement cette fois, les briques s'illuminent. Michael Jackson est devenu le magicien d'Oz. Il transforme en lumière tout ce qui touche. Maintenant qu'il est enfin dans le cadre, il s'amuse avec. Il le split, le fige, recadre dans le cadre. Il expérimente son nouvel espace de jeu. Il imagine tout ce qu'il va pouvoir faire avec cette nouvelle forme de création audiovisuelle. En réalité, cette route qu'il emprunte, c'est celle de son voyage à travers le cinéma. Sur cette route, il va rencontrer d'étranges personnages comme John Landis, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et George Lucas, David Fincher, David Lynch, Spike Lee, John Singleton, Stan Winston, et bien sûr Steven Spielberg, dont il adorerait prendre la place. Ok everybody, that's a wrap. Le clip est très mystérieux, c'est comme un thriller policier. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit déjà dans ce clip les prémices du film référence de Michael Jackson, The Bandwagon, réalisé par Vincente Minnelli en 1954 avec Fred Astaire et Sid Charisse. Dans Billie Jean, le personnage de Michael est construit sur celui interprété par Fred Astaire. Un personnage mystérieux et décontracté qui erre dans une ville outrageusement factice, pris en filature par un détective, ou un paparazzi, arborant les mêmes imperméables et chapeaux que Mr. Big. Michael porte les chaussures que Fred Astaire se fait cirer au début du film. Mais cette fois, il n'a pas besoin d'exploiter les services d'un pauvre cireur noir. Il se les fait briller lui-même. Le tissu félin qu'il utilise pour faire briller ses mocassins est d'ailleurs identique à l'indice trouvé par Fred dans le film. Michael reprendra même les répliques de Fred Astaire dans sa chanson Dangerous. Et puisqu'on parle de Dangerous, sa version live sera fortement inspirée des numéros musicaux hollywoodiens classiques, notamment son ouverture citant Judy Garland dans Summer Stock. Des années 80 aux années 2000, la comédie musicale hollywoodienne a infecté l'œuvre de Michael Jackson. Et elle a connu grâce à lui ses derniers soubresauts. Il en fera même les titres de ses albums. Mais la plus grosse influence de son film se trouvera plus tard dans Moonwalker, en 1988, où Michael Jackson ira jusqu'à refaire entièrement cette séquence de The Girl Ballet. Le décor sera reconstitué de façon quasi identique. Même orchestre, même bar, même gangsters qui font la bringue, même femme fatale en rouge. Je suis un vieil homme, j'attendais la relève, merci. Parce qu'en fait, Fred Astaire il est mort pendant le tournage du film et du coup il a décidé qu'il allait aller jusqu'au bout du truc et qu'il allait s'habiller en Fred Astaire quoi. Ah vache. Histoire de, tu vois, le mec est mort donc il reprend ses habits, il reprend le truc. Ah mais t'as fou. Mais tu vois au final c'est exactement le sujet de mon vlog. Parce qu'en gros, qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Tu dessines autour de Michael tous les gens dont lui il était fan. La séquence que tu peins là, c'est au milieu du clip. En fait dans le clip il arrive dans un club, tous les gens sont hostiles à lui, et puis petit à petit en fait il agrège tout le monde autour de lui par la danse, et tout le monde se met à danser avec lui. Et après, au bout d'un moment il commence à partir en sucette quoi, en termes d'énergie et tout.
Et en fait, il tourne sur lui-même, un peu comme Neo dans Matrix. Il y a un truc, un trop plein d'énergie, tu vois, comme une pile électrique, et ça explose. Et en fait, ils ont perdu le rythme. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Et en fait, ils sont laissés à l'abandon. Enfin, ils savent plus quoi faire. Et ils essayent, tu vois. Il y a Michael, il claque des doigts, il essaye de faire partir la musique, mais ça marche pas. Il y a un côté un peu dépressif. En fait, pour moi, c'est l'illustration de la déprime. It should be more like something's going on inside you. I mean, that's why when we build it to a mountain and we bring it back down, it's got to have that emotion. La hantise de la page blanche, tu sais, de l'impossibilité de créer quelque chose. Oh, maybe a high string or something just to ride the emotion of it. You come into. Right. Just a horn or something, you know, to ride the feeling of it. Because I want the music to represent the way we feel. You know, it's got to dictate our emotion. Right. You know, our moods. We're expressing the way everybody feels. It's rebellion. You know what I mean? We're letting out what we always wanted to say to the world. Exactly. Passion, anger and fire. Là, ils sont bloqués. Ouais, mais là, c'est le moment où ça va repartir en fait. Okay. Petit à petit, ça repart. Quoi. Tout le monde en fait le pousse et ça remonte petit à petit. Et après, la musique repart. Brand, Fred Astaire, Chaplin qui va être là-bas, qui l'aident à repartir et qui l'ont aidé en fait à créer son personnage de Michael Jackson quoi. Putain, c'est trop beau. Bon voilà, avec Sophie on vient d'enregistrer l'épisode du podcast, je vous mets le lien dans la description pour l'écouter. On parle de son boulot d'animatrice et de comment elle peint ses tableaux, c'est super intéressant. Par contre maintenant il faut que j'y aille, j'ai une séance de ciné. Yes. Donc on se dit à bientôt. Ciao. Là, on arrive à la Filmothèque du Quartier Latin. C'est un des nombreux cinémas du Quartier Latin où j'ai passé des heures et des heures à regarder des films. Toute une partie de ma jeunesse, en fait, quand j'étudiais le cinéma ici à la fac de Jussieu. Et aujourd'hui, on va avoir une séance d'un chef-d'œuvre du cinéma réalisé par Robert Wise avec une musique de Leonard Bernstein, West Side Story. Go. Ouh, mais on va être tranquille ici. Là. S'il y a bien un truc que j'ai retenu de mes cours de fac de ciné avec Jean-Baptiste Toré, c'est qu'on peut étudier tout le cinéma et tous les films à partir du prisme, du territoire et du cadre. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est fondamentalement un pays d'émigration qui s'est toujours posé la question du territoire, de la conquête de l'Ouest, des frontières, genre Trump qui veut faire son mur encore pour contrôler les frontières. Il y a cette idée que, à un moment, le cinéma américain et l'Amérique, c'est la même chose. Et donc au cinéma, le territoire, c'est le cadre de l'écran. Donc il faut se poser la question, qui a droit au cadre et qui est rejeté dans le hors-champ? Voilà, donc le film commence par montrer le territoire, New York. Il est filmé à la verticale pour renforcer l'aspect très géométrique des rues new-yorkaises. Et on entend au loin des trompettes et des tam-tams qui annoncent cette guerre qui fait rage pour ce droit au territoire. Premier plan de la séquence confirme cette idée de territoire divisé, de frontières. Les Jets attirent le cadre à eux. Ils ont la possession du cadre, du montage. Chaque mouvement de caméra et chaque cut fait rentrer un nouveau membre dans le cadre. Ils ont même la possession de la musique, de la bande-son, ceux qui contrôlent le rythme. Première intrusion dans le cadre, ça les interrompt. Venir sur leur territoire, c'est prendre un risque. Ils se mettent en marche, et la notion de territoire, elle est importante pour eux. Donc ils passent pas sur le territoire des autres, ils contournent. Et comme des enfants qui ont peur qu'on leur vole leurs jouets, ils ont écrit leur nom sur le territoire. Stop! Bernardo rentre dans le cadre, le chef de la bande des Sharks. Pour la première fois, il y a un dérèglement. La musique de Bernstein raconte la tension raciale en jeu. Depuis le début, les Jets américains sont associés à une musique jazz. Lorsque Bernardo arrive, on entend alors des percussions tribales d'un instrument afro-cubain.
Mais dans le fond seulement. Cette musique est présentée comme une menace pour les Américains. Et il y a aussi ce motif musical de la haine. Bernardo décide de rester dans le cadre. Il a pris le contrôle, mais 2 Jets ne veulent pas le laisser faire si facilement. Ils vont donc l'enfermer dans un cadre beaucoup plus petit, un cadre dans le cadre, pour lui montrer sa place. Bernardo s'associe au mur rouge sang en y posant sa main, et son regard caméra accusateur, pour dire aux spectateurs « Je suis l'immigré. J'essaie de rentrer dans le cadre, mais je suis bloqué par ce mur. Ce mur couleur rouge sang, tellement il en a fait couler. » Ils portent ce rouge sur sa chemise. Ils essayent à leur tour de donner le rythme à la bande-son. Et génie de la composition de Bernstein, lorsque les Sharks s'aventurent sur le territoire des Jets, ce sont les notes cubaines qui se fondent dans le jazz. C'est leur désir d'intégration qui se manifeste là, leur envie d'être libre. Mais tout ça n'est toujours qu'une histoire de contrôle du cadre. C'est la loi du plus fort, et la situation peut se retourner rapidement. À nouveau coincés dans un cadre plus petit, les Sharks sont expulsés du cadre par les Jets. Il faut comprendre une chose fondamentale. Tout l'enjeu de West Side Story était de ne pas se laisser déborder par la violence. Lorsque les Sharks et les Jets se battent, l'affrontement est idéalisé par la danse. Ils ne se touchent pas, ils lancent leurs jambes mais ne se frappent pas. La chorégraphie laisse un espace protecteur entre les chairs. La danse évacue la violence des gestes pour ne laisser que l'esthétisme de la danse. Leur échec est dépeint dans la fin de la séquence d'introduction, où incapable de maintenir ce champ de protection qu'est la danse, ils basculent dans la vraie violence. Plus d'esthétisme, les coups sont réels, et la police intervient. Lorsque Michael tourne Bad avec Martin Scorsese en 87, il reprend en miroir une autre séquence de West Side Story, où les Jets se retrouvent dans un garage pour tenter de contrôler leur pulsion de violence. Cette séquence, elle est la matrice du clip de Bad. Il y a bien un effet de miroir qui s'opère, puisque la chanson des Jets les appelle à rester cool quand Michael lui crie qu'il est bad. I mean it in all goodwill, you know, so don't take it too seriously. Yeah, I'm saying it's like a way of saying you're cool, you're all right, you're tough. Boy, crazy boy, get cool, boy. Mais la question reste la même. Que faire de cette énergie ? Comment l'évacuer ? Les Jets ont clairement cette pulsion de violence, cette énergie qu'ils essayent de réfréner et de contenir par la danse. Michael reprend ses codes à son compte. Même sa danse rajoute des effets sonores à la bande-son. Michael Jackson fait de la musique qui se voit, il crée une danse qui s'entend. Comme des coups de poing, des coups qui volent sans toucher personne. En fait, une violence inoffensive. Il suffit de libérer cette énergie et de crier. Alors la danse peut reprendre ses droits. On reprend la mise en scène de Robert Wise et l'influence jazzy de Jerome Robbins inonde la chorégraphie. Les Jets arrivent à contrôler leur pulsion de violence et reprennent leur claquement de doigts, le beat de la musique. Mais évidemment, ils vont pas réussir à tenir cette promesse très longtemps et un drame va survenir. Et lorsque le bouclier de la danse est désactivé, les personnages sont vulnérables. Et la mort reprend ses droits. Avec Beat It, Michael Jackson veut corriger cette erreur fondamentale. Il veut réécrire cette histoire du cinéma. Et ce faisant, il fait du maniérisme. Beat it. Il se présente d'emblée dans son lit par son t-shirt naïf comme l'homme musique. C'est lui qui va ramener la musique et la danse au centre du jeu. Il va être l'homme qui réunit à nouveau les Jets et les Sharks par la danse. Beat It peint le tableau de la guerre des gangs, souvent à la une des médias américains de l'époque. Pour un souci de crédibilité, Michael recrute une 50aine d'authentiques membres de gangs des quartiers de Los Angeles, les Crips et les Bloods. Le film réutilise clairement l'esthétique de la mise en scène du film de Robert Wise pour illustrer l'opposition des gangs qui vont vers l'affrontement.
De la même façon qu'on l'a vu, le cadre agrège petit à petit les membres des gangs. Dans les années 80, il transporte la guerre des chefs de gang latinos versus white Americans par les minorités noires et blanches de Los Angeles. En positionnant comme chef de gang ses 2 chorégraphes fétiches, Michael Peters et Vincent Patterson. Parce que, qu'est-ce que c'est Beat It ? C'est exactement comme dans West Side Story, où Bernstein raconte la tension raciale avec la musique. Beat It, c'est la fusion entre la musique blanche et la musique noire. Et c'est pour ça que juste avant de commencer son solo, on entend quelqu'un qui frappe à la porte. C'est le hard rock qui s'invite à la fête, qui veut fusionner avec le funk de Michael Jackson et Quincy Jones. Et le solo guitare phénoménal de Eddie Van Halen pince les cordes de la façon à entendre cette porte qui s'ouvre pour la fusion musicale parfaite. Comme Tucker Smith dans sa chanson Cool, Michael doit arrêter cette spirale de la violence et les ramener aux origines, à ce claquement de doigts qui fait danser, la signature chorégraphique de West Side Story. Michael a réussi, il a évité le bain de sang et fait danser à nouveau ensemble les Jets et les Sharks. Cette danse d'expiation de la violence unit les gangs. D'un coup d'un seul, Michael Jackson réécrit la fin de West Side Story. Le but de Michael est accompli. Il unit les musiques, les danses, les peuples, pour faire tomber le mur. La mort de Michael Jackson avait réussi quelque chose d'incroyable, réunir le monde entier dans la danse. D'ailleurs, je crois que le record du monde, c'était à Mexico. Il y a plus de 13 000 personnes qui ont repris les chorégraphies de Michael. En fait, ce sont des chorégraphies hyper simples, mais terriblement efficaces, que tout le monde peut s'approprier. C'est un peu comme dans les comédies musicales, tu sais, où il y a tout le monde qui connaît la chorégraphie, là, comme si de rien n'était. Je sais pas comment ils font. Ladies and gentlemen, rock and roll. MTV est lancé le 1er août 1981 avec le clip Video Kill the Radio Stars des Buggles. MTV expose ici son programme prophétique, offrir une alternative visuelle à la radio. I want my MTV. À ce moment-là, Michael Jackson était numéro 1 partout aux États-Unis et Thriller s'écoulait à 1 million d'exemplaires par semaine. Mais MTV ne diffusait toujours pas le clip de Billie Jean. Et pour cause, le taux de diffusion des artistes noirs sur la chaîne était seulement de 3%. Mark Goodman, l'un des programmateurs de MTV, se fit un jour corneriser par David Bowie lors d'une interview qui s'étonnait de l'absence des artistes noirs à l'antenne. I'm just floored by the fact that there's so few black artists featured on it. Why is that? I think that we're trying to move in that direction. We want to play artists that seem to be doing music that fits into what we want to play for MTV. That's evident. It's evident in the fact that the only few black artists that one does see are on about 2:30 in the morning or to around 6. Very few are featured predominantly during the day. That's what's happening. We're being sat in the back of the bus television style. I mean, there are a lot of white kids that put on MTV and say, yeah, where's Stevie Wonder? Where's Marvin Gaye? Where's Rick James? Where are these people? I mean, don't we exist? You know, this isn't the Wizard of Oz. I mean, there are black people here, and we make music. And we spend thousands, $100,000 on videos. But there seem to be a lot of black artists making very good videos that I'm surprised aren't used on MTV. Well, of course, also we have to try and do what we think not only New York and Los Angeles will appreciate, but also Poughkeepsie or Midwest. Pick some town in the Midwest that will be scared to death by Prince, which we're playing, or a string of other black faces and black very music. Interesting. Isn't that interesting? La réponse de Goodman fit grand bruit, parce qu'il avoua à demi-mot que celle-ci reposait sur des motifs exclusivement raciaux. La version officielle était que la musique noire appartenait à un genre, celui de la soul, et que MTV était une chaîne pop-rock. Et pourtant, ça ne leur posait aucun problème de diffuser Phil Collins reprenant You Can't Hurry Love de Diana Ross. Quand les vidéos des artistes noirs étaient proposées, elles étaient systématiquement refusées, car elles n'étaient pas rock.
Entre le public blanc et les artistes noirs se dressait encore et toujours l'obscurantisme des médias. I couldn't get on. I remember that it was a major breakthrough for African American entertainers to be on MTV because it was solely for rock artists. I remember Michael Jackson making a very big breakthrough. C'est alors que CBS, qui avait dépensé $250 000 pour la vidéo de Billie Jean, soit 10 fois plus que le coût normal d'un vidéoclip, fit savoir qu'aucun produit ou artiste CBS ne serait disponible pour MTV tant qu'on n'y verrait pas Michael Jackson danser. La démarche était forte et sans précédent. Et MTV céda et diffusa le clip. Une fois Billie Jean sur orbite, les murs tombèrent et les standards téléphoniques explosèrent, saturés par les demandes de téléspectateurs fascinés. Les gens voulaient revoir le clip encore et encore. Billie Jean était diffusée toutes les demi-heures, 24 heures sur 24. Oui, Billie Jean a pété le mur. Mais Michael nous avait prévenus. La première image du clip n'est-elle pas celle d'un mur, d'une ombre et d'une main gantée qui touchent les briques pour en tester la solidité ? En l'espace d'un mois, MTV consacra plus de temps d'antenne aux chanteurs noirs qu'elle ne leur avait concédé depuis sa création. Michael Jackson venait d'ouvrir une porte dans le mur. Il avait ouvert la voie à une cohorte d'artistes comme Tina Turner, Prince, Rick James ou Whitney Houston, qui tournaient alors en boucle sur MTV. But again, you have to be outstanding to break down the walls. And Michael and a few others are outstanding. Looking out across the nighttime, the city winks asleep as I hear a voice shake my window. Then let me take a bite. If they say why don't let this human nature, why does he do it that way? Donc là je me rends à un studio de danse à Vincennes pour aller voir une association qui s'appelle MJ Move, qui organise en fait des spectacles de danse en hommage à Michael Jackson pour perpétuer ses chorégraphies et son art sur scène. Check. Salut. 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 Je check tout le monde. Salut. Ah, t'es sorti du cercle. Pardon, je suis sortie du cercle. Je viens d'éternuer. Salut. Alors vous répétiez quoi là en fait? Dangerous. C'est un mix spécial pour le prochain spectacle. Ouais. Ok. Audrey et Michael ont créé l'association MJ Move à l'époque. Le but c'était de créer, de refaire les chorés un peu de Michael Jackson, peut-être en apportant aussi un peu notre touche personnelle, Ouais. pas forcément faire que du copier-coller systématique. Ouais. Et notamment pour des causes caritatives, justement, dont parlaient les copains. Pourquoi on fait partie MJ Move, c'était principalement pour rendre hommage à Michael et surtout partir dans la continuité de son état d'esprit, c'est-à-dire toujours servir pour des causes et mettre en avant justement le côté spectacle et le côté humanitaire avec. Ouais. Notre sauce comme les autres, on fait en sorte de continuer à garder son image et à lui rendre hommage. Là pour moi ce serait plus, on va dire, mode héritage qu'hommage. C'est quoi la différenciation du coup tu fais entre héritage et hommage? Alors l'hommage pour moi c'est ce qu'il a apporté, donc toutes les musiques qu'il a fait, les clips, les chorés. Donc pour moi quand on reprend les chorés qu'on fait, que Michael faisait, pour moi c'est un hommage. Ouais. L'héritage c'est qu'est-ce que toi justement tu peux faire de plus. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré, comme Michael tu vois il a été inspiré par d'autres artistes. Ouais. Qu'est-ce qu'un danseur comme moi ou comme d'autres peut faire de plus que du fait justement que ça reste dans l'héritage. Ouais. Pas uniquement du copier-coller quoi. Ouais, donc carrément. avoir ta propre personnalité, tes propres pas. Ouais. Du coup tu prends ce qu'il t'a donné et tu fais quelque chose de nouveau. Voilà ouais. On danse un peu? Ouais. Thriller commence par cette porte qui s'ouvre. Encore une fois, le message est clair. On ouvre la porte aux damnés. Thriller, c'est aussi l'apothéose de son triptyque filmique. C'est le premier clip conçu comme un véritable film de cinéma, avec un début, un milieu et une fin. Pour son film, Michael Jackson a besoin pour la première fois d'un réalisateur de cinéma et il choisit John Landis, qui avait réalisé Le Loup-garou de Londres quelques mois plus tôt. La chorégraphie qui a été mise au point par Michael Jackson et Michael Peters a été spécifiquement étudiée pour ne pas avoir l'air ridicule.
En effet, le danger, c'était de faire de cette danse avec des zombies un moment des plus comiques. On se rappelle par exemple la danse macabre de Walt Disney. It was a delicate thing to work on because I remember my original approach was, how do you make zombies and monsters dance without it being comical? So I said we have to do just the right kind of movement so it doesn't become something that you laugh at, but it just has to be, you know, take it to another level. He and I collaborated and we both choreographed the piece. And I thought I should start, you know, like that kind of thing. Then go into this kind of jazzy step, you know. It's awesome because it kind of grew some things like that, you know. La danse commence par cette marche en avant si caractéristique des zombies qui font masse, mais ils commencent à se disloquer peu à peu, leurs coups se brisent. On se rappelle que la danse de Michael Jackson est basée sur la désarticulation des mouvements. Il faut penser sans être pensé, faut penser bourré, il faut penser animal, il faut penser mort. Surtout, ouais, c'est le principe, je crois, du clip, c'est penser mort. Si on commence par jambe droite, et 1, 2, 3, 4, on se redresse et 1, 2, 3, ouais. 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2. Ah, c'est comme si vous vous donniez la main un peu là. Hein? C'est comme si vous donniez la main. Oui, j'ai toujours pensé à ça. Et ça, c'est le truc, c'est le geste un peu monstrueux là, tu sais, quand mais tu oui, fais ça. c'est une manière un petit peu de délimiter la zone, c'est-à-dire que ça nous appartient et puis on possède, on commence à. Ouais. Enfin, ce premier pas de danse, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il l'avait pris dans une chorégraphie de Bob Fosse, All That Jazz. Il a plein de petits trucs pour cette choré, ouais. Et même le Harlem Shake, quand tu vois le. Ah, bah ça? Ouais, ça c'est le Harlem Shake. Il a pris plein de petits trucs pour faire cette choré, ouais. Petit à petit, le funk s'empare de leurs membres. Ça frôle le grotesque, et c'est justement à ce moment-là que le film est touché par une certaine grâce poétique. Les quelques repères qui nous restaient tombent. On ne sait plus très bien si Michael Jackson s'est perdu dans un film de Romero, ou si ce sont les morts vivants qui se sont égarés dans une comédie musicale. Après avoir fusionné les genres musicaux, la fusion des genres cinématographiques est simplement parfaite. Terrifiante parce que ce ballet mêlant mort et vivant cherche à envoûter cette jeune fille comme elle envoûte le spectateur. Cette danse macabre, c'est un moment en suspens, car aussitôt la chorégraphie terminée, les zombies reprennent leur marche inéluctable et la jeune fille se réfugie dans la maison abandonnée, rejoignant l'arrivée de Barbara dans la nuit des morts vivants. Michael reste zombie et la narration cinématographique reprend ses droits. Les zombies laissent la musique derrière eux. Bon là j'arrête 2 minutes, il faut qu'on fasse un petit point sur le zombie au cinéma. Aujourd'hui, quand je dis zombie, vous pensez sûrement à Walking Dead, World War Z ou les White Walkers de Game of Thrones. Mais pourquoi le zombie nous fascine tant ? Je pense que c'est parce que le zombie, c'est nous. C'est pas le monstre, c'est pas l'autre, l'altérité, c'est nous. Notre propre devenir cadavérique, et y a rien de plus terrifiant. Mais le zombie, c'est avant tout un personnage de cinéma. Inventé, ou plutôt réinventé, par George A. Romero. La Nuit des Morts Vivants sort en 1968, of course. Ce film, c'est simplement l'invention du film d'horreur moderne. Mais pourquoi moderne ? En fait, il faut comprendre ce qui se passait avant dans le cinéma classique. Dans le cinéma classique, on était dans une configuration, situation initiale, incident déclencheur. Souvent, c'était l'apparition d'un méchant, d'une altérité, du monstre. Puis, rétablissement de l'ordre initial. Le schéma classique, c'est un schéma totalement conservateur, puisqu'il prône cette idée de revenir à un état initial, le fameux « c'était mieux avant ». Il y a l'idée que le mal, le monstre, Dracula, le loup-garou, vient du hors-champ. Il pénètre le champ et devient l'élément perturbateur qui déstabilise la société. Du coup, le monstre classique du cinéma hollywoodien, il arrive dans le cadre pour en être délogé à la fin. On respire enfin quand le monstre n'est plus dans le cadre, quand le loup-garou est réexpédié dans la forêt, quand l'Indien est repoussé derrière la frontière. Ce sont les Sharks qui immigrent dans le champ des Jets et les Jets qui veulent le réexpulser dans le hors-champ, dans le domaine de l'invisible cinématographique. À partir de 68 et du Nouvel Hollywood, qui est le pendant cinématographique de la contre-culture américaine de l'époque, on est en pleine guerre du Vietnam, et l'Amérique se questionne. Qui sont les vrais bad guys de l'histoire ? Est-ce que le mal est vraiment l'autre, l'altérité ? Non, le Nouvel Hollywood nous explique que le mal peut venir de n'importe où, et très souvent, il vient de nous-mêmes. Le mal prend notre visage, et l'autre devient le même dans l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel. Il vient de la tête de Norman Bates dans Psychose de Hitchcock, de l'Amérique profonde dans Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, dans l'application douteuse de la loi de l'inspecteur Harry. Dorénavant, le monstre naît en terre américaine. Il est le pur produit de la société américaine.
Même le mal absolu, le diable, naît dans le ventre de Mia Farrow dans Rosemary's Baby de Polanski. Et comme le mal n'est plus autre, il est même, il n'a plus de raison de rester dans le hors-champ. Il revient prendre sa place. Et entre parenthèses, c'est le programme du film Us de Jordan Peele. Et évidemment, le film commence par cette petite fille qui sera à l'origine de l'invasion des doubles qui porte le t-shirt de Thriller. Mon prof de fac, Jean-Baptiste Toré, a cette phrase. Le nouvel Hollywood, c'est le retour du refoulé de l'Amérique. C'est ce qu'elle ne voulait pas voir qui refait surface, fait retour dans le cadre. Et ce retour, il est symbolisé par ce revenant, ce mort-vivant. Les zombies, ce sont les enterrés vifs d'une histoire américaine qui fait retour. En termes de mise en scène et de langage cinématographique, ça se traduit comme cela. Lorsqu'un personnage arrive du fond du cadre, c'est qu'il fait retour. Comme Natalie Wood dans La prisonnière du désert, qui revient après avoir été capturée par les Indiens pendant des années, ou c'est l'apparition d'Omar Sharif dans Laurence d'Arabie. Le premier zombie de l'histoire, le premier revenant, il fait retour. Il arrive du fond de l'image. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for Tout you, petit, Barbara. flou, seul, Stop it. You're alors que les acting humains like a prennent tout child. l'espace du premier plan. They're coming for C'est you. le début de la nuit des morts vivants. Look, there comes one of them now. 10 ans plus tard, dernier plan de Dawn of the Dead, la suite de la nuit des morts vivants, les zombies ont maintenant rempli tout le cadre du premier plan. Et les humains, ils ont été délogés, expulsés au fond du cadre. Ils sont plus qu'un petit point minuscule sur l'écran. Voilà l'agenda des zombies. Ils sont des révolutionnaires. Ils font un coup d'état. Ils sont le symbole des minorités révoltées qui ont été rejetées hors champ pendant le cinéma classique. Et c'est pour ça que les mains des zombies sortent toujours du hors champ pour agripper le cadre de force. Dans les années 70, le zombie c'est le monstre, c'est l'indien, c'est le hippie, le mexicain, le cubain. Ce sont les sharks de Bernardo, l'afro-américain, la femme, le freaks. Ce sont toutes ces minorités du cinéma qui viennent reprendre de force leur place dans le cadre. Le zombie, il est à l'assaut de ce mur dont nous parlons depuis le début, qui sépare le champ du hors-champ, du visible de l'invisible. Or, dans Thriller, les morts sortent véritablement de leur tombe. Jamais dans les films de Romero on voit les zombies qui sortent de terre. Pourtant, dans Thriller, Michael choisit spécifiquement de prendre de longues minutes pour les voir sortir, s'extirper du hors-champ. Il reprend d'ailleurs le même plan que dans Beat It d'un membre des gangs sortant d'une bouche d'égout. Ces minorités-là, elles ne font pas retour, elles n'ont jamais réellement eu le droit au cadre. C'est un aller simple vers les spotlights, que l'on peut voir littéralement dans le clip. Les zombies jacksoniens sont noircis par la terre de laquelle ils se sont extirpés. Ils sont les artistes noirs qui n'avaient jamais eu accès à la lumière des projecteurs et qui sortent des tombes musicales si souvent pillées par les artistes blancs. Ils sont les Bill Robinson, les Nicholas Brothers, les Berry Brothers, les Bill Bailey et autres Bubbles qui n'ont jamais eu accès à une notoriété égale à celle des artistes blancs en leur temps. Avec Thriller, Michael Jackson insuffle une nouvelle énergie à la figure romérienne du zombie. Il lui insuffle une énergie qu'il puise dans sa musique. C'est évidemment le beat tonitruant et le riff de cette double note de basse funky qui fait trembler la terre et réveille les morts. Et c'est cette musique qui a permis de faire cette nouvelle révolution des damnés de la musique nord-américaine.
Of all the people we talk about, because I remember when I wrote the book, yes I can, we talked about all the old friends. Name some of the hoofers that were around in your day. Well, I say Bill Robinson was the greatest. There were a team called Covan and Ruffin. Yes. Many dancing acts that never made it. Never made it big. That's the thing I feel when you heard me say this, and you know I feel this way. When I do Bojangles, I don't feel that I'm talking about Bill Robinson, but I feel that I'm talking about all the black hoofers who never really made it for one reason or another. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Out shoes with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high. En 1972, Sammy Davis Jr. chante cette chanson, Mr. Bojangle. He would lightly touch down. De Bill Robinson. Mais il chante cette chanson autant à Bill Robinson qu'il la chante à tous ces artistes noirs qui n'ont jamais eu droit au cadre, à tous ces corps de danseurs vieillissants qui n'ont jamais eu la gloire qu'ils méritaient. Sammy Davis a connu un très grand succès dans sa carrière. On se rappelle de lui comme un des plus grands parce qu'il savait tout faire. Dans cette performance, il concentre tout l'étendue de son talent. Il chante, il danse, il interprète réellement la chanson, et d'une façon poignante. Il a beaucoup subi le racisme évidemment. Mais il fut malgré tout, avant Michael Jackson, un des premiers artistes noirs à vraiment être apprécié par le public blanc. En 1989, Michael Jackson écrira une chanson en l'honneur de Sammy Davis Jr. et qui chantera uniquement à l'occasion de son anniversaire de carrière. Et c'est intéressant de voir à chaque fois qu'un artiste chante une chanson hommage à un autre artiste, c'est un peu de lui qui parle. Quand Sammy Davis chante la chanson de Bojangles, il parle de son propre corps vieillissant. Et quand Michael chante You Were There à Sammy Davis Jr., c'est de lui qui parle. You were there before we came. You took the hurt. You took the shame. They built the walls to block your way. You beat them down. You won the day. Wasn't fair. You taught them all. You made them care. Yes, you were there. And thanks to you, there's now a door we all walk through. Alors oui, on se souvient des chiffres de Thriller, 50 millions, 120 millions, on sait plus exactement. 9 Grammy Awards, 7 singles dans le top 10, 27 semaines au premier des charts. Mais on oublie tout le temps de dire que le succès de Thriller, c'est Michael qui a détruit le mur de Off the Wall. De ses propres mots, il a refusé d'être ignoré. Comme un zombie, il a pris de force sa place dans le cadre. Michael Jackson a permis aux Noirs de se voir enfin à l'écran. Et plus encore d'admirer ce qu'ils avaient enfanté de plus brillant. Et pour accomplir ça, Michael Jackson s'est construit en tant qu'artiste sur ce qu'il aimait le plus dans le classique, le jazz, le soul, le funk, dans les comédies musicales, les dessins animés de Disney, les films muets de Chaplin, dans les films d'horreur de Romero, dans les ballets de Jerome Robbins, dans les claquettes de Fred Astaire, dans l'énergie 100 000 volts de James Bond et dans la sensualité de Bob Fosse. Il a pris ce qu'il y avait de mieux chez les plus grands pour devenir encore plus grand. Il est devenu lui-même cette arme ultime, ce cocktail explosif qui a détruit ce mur du racisme qui séparait les artistes noirs du grand public. Voici une lettre que s'est écrite Michael Jackson à lui-même en 1979, juste avant de faire Off the Wall, et qu'on a retrouvé dans ses affaires après sa mort. MJ sera mon nouveau nom. Plus de Michael Jackson. Je veux un tout nouveau personnage, un tout nouveau look. Je veux devenir une personne complètement différente. Les gens ne doivent plus jamais se rappeler de moi comme l'enfant qui a chanté ABC Why I Want You Back.
Je veux devenir un incroyable acteur, chanteur, danseur, qui va mettre le monde en état de choc. Je ne ferai plus d'interviews, je serai magique. Je serai un perfectionniste, un chercheur, un praticien, un maître. Je serai meilleur que tous les grands artistes réunis en un. Je dois avoir le système d'entraînement le plus incroyable qui soit, et je dois creuser, creuser et creuser encore, jusqu'à ce que je trouve. J'étudierai et je regarderai en arrière sur tout ce qui a été fait dans les arts et le perfectionnerai. L'emmener un pas plus loin, là où les grands l'avaient laissé. Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Why can't you come back and dance? We were looking at Exhibit 579. The statement that you wrote was Michael Jackson changed the world and more personally my life forever. Créer un goéland qui est un étudiant de Jonathan, qui admire Jonathan et ses capacités de vol, mais qui va devenir jaloux et qui va quitter le train, se retourner et conspirer pour tuer Jonathan. He is the reason I dance, the reason I make music, and one of the main reasons I believe in the pure goodness of humankind. He has been a close friend of mine for 20 years. His music, his movement, his personal words of inspiration and encouragement, and his unconditional love will live inside of me forever. I will miss him immeasurably, but I know that he is now at peace and enchanting the heavens with a melody and a moonwalk. I love you, Michael. Is that right? That's what I wrote, yeah.